Hey, si ce format de podcast vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Toi, tu seras informé de chaque nouvelle vidéo et nous, ça nous fait plaisir. Bisous. Beaucoup de retours, là par exemple on a participé à des dédicaces à la fête de l'UMA, il y a beaucoup de profs ou d'éducateurs qui sont venus et qui disent moi ça m'intéresse ce genre d'ouvrage, même à partir du collège, pour l'utiliser et ouvrir le débat. J'ai essayé de ne jamais trahir ces souvenirs ou du moins les retranscrire d'une façon qui soit compréhensible par tous. Il y a assez peu de récits qui sont légers ou qui donnent un message de bienveillance et d'essayer de relaxer en fait les jeunes en disant voilà ça c'est l'exemple de quelqu'un pour qui ça s'est pas trop mal passé, donc détends-toi, peut-être pour toi aussi ça peut aussi bien se passer. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Salut, c'est Vivant la nuit. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial pour moi en termes de technique parce que, comme tu le sais, si tu nous regardes sur YouTube, on est passé sur des versions vidéo de chaque podcast depuis 5 épisodes. Mais cet épisode-là que tu t'apprêtes à écouter ou à regarder, j'ai eu l'occasion de le tourner en direct avec mes deux invités à côté de moi dans la même pièce. On balbutie un peu dans les plans de caméra, on a fait au mieux dans le temps qui nous était imparti pour ne surtout pas louper cette occasion. Et d'ailleurs, si j'ai eu cette occasion-là, c'est grâce à mes deux invités justement, qui ont tout de suite proposé de faire un détour par chez moi en plein milieu de leur tournée dédicace. Je vais donc te présenter Ludovic Piétu et Jika, respectivement scénaristes et illustratrices de la BD Pédale, sortie en juin 2021. C'est une BD que j'ai adorée parce qu'elle est sincère, bienveillante et vraie. C'est sûrement pour ça qu'elle a été reconnue d'utilité publique par la fondation Le Refuge, qui a pour objet de prévenir l'isolement et le suicide des jeunes LGBT+, victimes d'homophobie ou de transphobie. Pédale, c'est un nom un peu plus profond qu'il n'y paraît, et c'est aussi un travail d'amis qui a démarré en 2019. On suit le parcours de Ludovic jusqu'à son coming out, et toute son histoire est retranscrite par Jika en dessin. Ils vont en parler mieux que moi de la réflexion du projet à la sortie du livre, en passant par la logique de création, et leur présence à l'UMA pour une session dédicace la veille de l'enregistrement. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Bonsoir Ludovic, bonsoir Jika, Bonsoir. vous allez bien? Très bien. Bon, c'est parfait. Après quelques bugs techniques, parce qu'on n'a rien caché, on est reparti. On reprend depuis le début, mais on n'avait pas tant entamé que ça. On n'a rien dit qui sera cuté. On est ici du coup ensemble pour parler de ce livre qui s'appelle Pédale, qui est sorti quand exactement? Le 4 juin. Le 4 juin dernier, et duquel vous allez nous parler. Qu'est-ce qu'il raconte exactement? Alors Pédale, C'est son histoire. Ouais, et c'est son dessin, c'est beau. Rien que ça, c'est beau. c'est une belle collaboration. Ouais. Qui est le fruit d'années d'amitié. Ouais, Oui, c'est, entre autres. c'est le totem de notre amitié, je pense. Ouais. Et du coup, voilà, c'est très personnel, puisque effectivement, comme elle disait, c'est mon histoire. Donc voilà, ça raconte le parcours tortueux d'un petit garçon né en Sologne, dans un milieu plutôt moyen, on va dire France moyenne, travailleur moyen, mais dans une région rurale, un petit village de 800 habitants, et comment est-ce qu'il va arriver à se dépêtrer de ce monde assez hétéronormé où il n'y avait pas vraiment d'image de l'homosexualité, puisque oui, il est gay, le petit garçon. Spoiler. Spoiler. Mais voilà, il fera son coming out qu'à 23 ans, pas avant, pas après, parce qu'il y a un contexte socio-économique, il y a aussi son histoire personnelle, la famille, et puis voilà, essayer de se débrouiller dans tout ce bazar. Et donc voilà, ça raconte cette histoire-là. Notre pari, c'est d'utiliser cette histoire qui est assez banale. Il n'y a rien de dramatique qui m'est vraiment arrivé. Alors bien sûr, il y a eu des insultes à l'école, d'où le titre. Pédale. Pédale. Ça parle pas que de vélo, il y a beaucoup de malentendus vis-à-vis de ça. Et donc voilà, c'est raconter cette histoire banale d'un point de vue assez léger, parce qu'en plus avec la distance, moi ça fait 20 ans que je fais mon coming out, donc mon enfance c'était il y a une trentaine d'années, donc je peux revenir avec un œil amusé sur cet enfant qui se trompe, qui comprend pas très bien,
et qui essaye de faire au mieux. Et du coup, voilà, l'aborder d'une manière plus légère pour justement toucher plus de personnes. Et du coup, faire au mieux, à ce moment-là, c'était aussi être dans une vie un peu hétéronormée, ce que tu as vécu, avant de te rendre compte que du coup, c'était pas quelque chose qui te correspondait. C'était mentir, clairement. D'où la phrase que j'utilise au début, que je trouve très forte. Enfin, c'est J.K. qui avait trouvé cette phrase dans la littérature, qui est... je ne sais pas si je vais citer exactement, mais voilà, avant d'apprendre à aimer, les homosexuels apprennent à mentir. C'est vrai que quand je l'ai lu, pour moi, ça veut tout dire, quoi. Ça résume tout. Ce qui m'est arrivé, c'est que pour rentrer dans la norme, j'étais obligé de me mentir à moi-même, mentir à tout mon entourage, et on devient des pros du mensonge, en fait. Parce que pour rentrer dans la case normale, ça demande de l'effort et de l'entraînement, et on devient super entraîné au mensonge. Et du coup, on parle d'hétérosexualité, d'homosexualité, du coup, on parle d'orientation sexuelle, donc on parle de sexualité. Donc c'était important dans la BD que ce soit quand même représenté, ces moments de sexualité, notamment ta sexualité avant d'assumer ton homosexualité, donc le moment où tu étais avec une femme, qui a d'ailleurs... qui mérite plein de lauriers d'avoir réagi tel que c'est décrit. Vraiment, c'est magnifique. Sa façon d'avoir géré la chose, c'est vraiment magnifique. Donc du coup, ça donne lieu à des cases assez sexualisées. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous ? Est-ce que vous avez réussi à faire passer toute l'idée maître sans trop de censure, mais en racontant quand même les vraies choses ? Est-ce que ça a été difficile pour vous ? Comment ça s'est passé ? Parce qu'on est quand même sur une BD qui est pas accessible aux enfants, qui est pas spécialement accessible que aux adultes non plus. Il y a certaines scènes qui peuvent être un petit peu soumises à débat, mais c'est pas pornographique pour le coup. C'est techniquement pas pornographique, et ça, l'éditeur nous a bien orienté pour délimiter c'est quoi la limite. Mais effectivement, c'est pas un album jeunesse, c'est pas fait pour expliquer aux enfants jeunes qu'est-ce que l'homosexualité, c'est pas à ce point pédagogique. Mais c'est clairement utilisé par des parents. On a des retours des lecteurs qui l'utilisent, qui le lisent d'abord et puis qui le partagent avec leurs enfants. On a entendu au plus bas que j'ai entendu, c'est 11 ans. Donc moi, j'ai pas de conseils à donner, je suis pas parent, mais en tout cas, voilà, des parents c'est les retours que vous avez considèrent qu'à partir de 11 ans, je peux le partager avec ma fille et il n'y a pas eu de problème, et qu'à partir de 15-16 ans à peu près, les enfants peuvent vivre seuls. Et c'est vraiment ce public-là qu'on avait en tête. Enfin, moi personnellement, si je pouvais toucher des ados de 15-16 ans et puis des jeunes adultes et puis même leurs parents, pour moi c'était gagné. Donc c'était vraiment ça le public, mais on a beaucoup de retours. Là par exemple, on a participé à des dédicaces à la fête de l'UMA, il y a beaucoup de profs ou d'éducateurs qui sont venus et qui disent moi ça m'intéresse ce genre d'ouvrage, même à partir du collège, pour l'utiliser et ouvrir le débat. Et si on peut utiliser une BD pour mettre le sujet sur la table et en parler de manière calme, c'est top. Enfin, moi, ça me fait super plaisir en fait, d'avoir cette chance-là, puisque c'est pas quelque chose que j'ai pu avoir au même âge. À ton âge, C'est un truc que tu aurais voulu avoir ? Ouais, je pense que ça aurait gagné du temps, quoi. Après, je regrette pas mes années. Ça fait partie de moi et je pourrais jamais l'enlever. Je pourrais pas revenir en arrière, mais effectivement, si j'avais eu cette chance-là, si ça avait été moins difficile d'en parler à l'époque, j'aurais pu me dépatouiller de tout ça et pas avoir à mentir pendant tant d'années. Moi, il y a des pages, pour le coup, qui m'ont fait rire, desquelles on a un petit peu discuté, notamment deux parallèles assez précis. L'un où on décrit du coup ta maman qui est enceinte de toi. Tu as déjà des frères et sœurs. C'est bien ça ? Je suis le dernier, je suis le petit dernier. Du coup, ta mère est enceinte de toi et elle a cette phrase, en tout cas qui est écrite dans la BD, on va l'appeler Ludovic. Et c'est rigolo parce que Ludovic, c'est bien pour un mec, et le fils de Sheila s'appelle Ludovic. Sheila, pendant certaines années, a pu être prise un petit peu pour une icône gay par l'affect qu'elle portait à toute une infrastructure. C'était très, très spectacle, c'est très une attirance... De quoi ? Coloré, très coloré, avec des vestimentairement, tu vois. C'était quelque chose qui était un peu sans limite, etc. Donc du coup, elle a été un petit peu considérée comme une icône gay, sans forcément avoir de revendications particulières vis-à-vis de ça. Dans la BD, est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu, ou que vous avez voulu incarner comme une sorte de prédisposition, ou est-ce que c'est vraiment une anecdote qui est revenue et vous l'avez posée comme ça ? C'est
C'est un peu une coïncidence parce que c'est vraiment quelque chose que ma mère dit. Enfin, tu sais, il y a des enfants, ils s'appellent Laura parce que c'est la fille de Johnny. Euh, mais là, c'est vraiment vrai, ça c'est Ouais. pas inventé. Après, est-ce que c'est exprès parce que c'est une icône gay? Moi, je la classais pas forcément dans les icônes gays. Mais après, on a aussi volontairement gardé quelques petits aspects qui dataient un petit peu la période. Et puis, c'était marrant de faire cette référence à Sheila. C'était plutôt pour poser un contexte temporel que pour Oui, faire voilà. un appel du pied à ça particulièrement. C'était plus ça, mais c'est vrai que c'était pas forcément pour dire ou pour donner un signe. Tiens, vous avez vu, c'est un signe avant-coureur qu'il allait être gay. On en a gardé, hein, et c'est ça en fait le travail qu'on a fait, c'est vraiment essayer de garder, en tout cas dans la partie enfance, garder tous ces signes avant-coureurs qui indiquaient que ça donnait des pistes, en tout cas aux parents. Peut-être posez-vous des questions quand vous voyez ce genre de choses. Et du coup, cette case-là fait plutôt appel à, quand on tourne la page, en fait, il y a quelque chose d'autre qui se dit et qui est un des signes avant-coureurs qu'on voulait garder. Donc en fait, elle fait écho quand elle dit voilà, le fiche de Sheila, c'est bien pour un garçon. On tourne la page et il y a autre chose qui se passe et qui là est un signe avant-coureur. C'est plus un tremplin pour les pages d'après. Pour la page d'après, appel, dans ce cas-là, ouais. Ok. Et du coup, deuxième chose qui moi m'a fait beaucoup rire, c'est cette partie où du coup tu découvres ta sexualité seule, notamment devant les magazines La Redoute, enfin les catalogues La Redoute. Oui. Et 3 Suisses aussi, parce qu'il y avait les deux à la maison qu'on recevait. Alors peut-être faut préciser pour les plus jeunes, parce que j'ai 42 ans. Donc du coup tout ça se passe dans les années 80-90, où il faut imaginer un monde où il n'y a pas Internet, c'est compliqué où pour Amazon n'existe pas, mais la grand-mère d'Amazon s'appelait La Redoute, et aussi les 3 Suisses. Et du coup on recevait des catalogues tous les 6 mois, il y avait collection hiver, collection été. On recevait ça, et donc toute la famille regardait, il y avait des vêtements, des jouets, des choses comme ça. Et on pouvait commander par correspondance. Et on remplissait un petit papier, un formulaire. Et on recevait ça, je sais pas, 2 semaines après. Et du coup, quand on recevait le catalogue de La Redoute, la première chose que la plupart des enfants font, c'est ils vont à la page des jouets. Tout à la fin. Tout à la fin. Mais avant ça, il y avait des pages sous-vêtements. Et du coup, voilà, moi j'allais là, mais il y avait aussi d'autres choses qu'on pouvait acheter. On pouvait acheter tout, quoi. Ouais. Et du coup, ça m'a fait cet écho-là, parce que du coup, on a les débuts, entre guillemets, de ta sexualité, où tu découvres un petit peu ce que c'est que la sexualité avec ces pages-là. Moi, dans mon environnement, pour le coup, pour avoir connu des mecs hétéros, me racontaient pendant des années que leurs premiers émois, c'était les catalogues, enfin les parties sous-vêtements femmes sur La Redoute, pour le coup. Est-ce qu'il y a une volonté de faire ce parallèle entre, finalement, qu'on ait une orientation sexuelle homosexuelle ou hétérosexuelle, il se passe les mêmes choses à l'adolescence. Est-ce que, encore une fois, c'était, entre guillemets, juste une anecdote, et puis après, chacun, il lit un petit peu ce qu'il veut? Mais en fait, à l'époque, quand on a écrit le livre, moi, j'ai toujours cru que j'étais le seul au monde à m'être masturbé sur La Redoute. Et c'est après, quand il y a eu le retour de lecteurs, donc soit homo, soit hétéro. Par exemple, mon meilleur ami qui est gay, lui aussi a dit « Ah bah oui, La Redoute, pareil. » Ah oui, mais toi aussi, c'est marrant. Et d'autres lecteurs hétéros aussi qui l'ont fait. Donc c'est là que j'ai un peu découvert. Donc c'était pas forcément dans le souci de dire « Tiens, de normaliser. C'était vraiment parce que je croyais que c'était un scoop. J'utilisais ça. Pas du tout. Pas du tout le scoop. Et puis c'est vrai que c'est comme ça. Honnêtement, à l'époque, voir un homme à moitié nu, c'était super rare. Autant dans les années 80, je sais pas si vous vous rappelez, Colaro Show. Il y avait la Playmate le samedi. Dans les années 80, c'était quand même très open, où il y avait une femme qui se mettait toute nue, pratiquement, tous les samedis soirs en famille. Et du coup, il y avait la femme objectivisée qui existait. La partie homme-objet n'existait pas à l'époque. C'était avant les belles pubs Aquadigio et tout ça. Donc, et du coup, il n'y avait que... c'était ça le seul truc, La Redoute, les 3 Suisses. Finalement, c'est pareil pour tout le monde. J'ai l'impression d'être un mammouth, d'être super vieux. Non Non, c'est pas le cas. Je veux revenir par contre sur... la censure, parce que finalement j'ai l'impression que on n'a pas répondu complètement à la question. Refais. Continue. Parce qu'effectivement, il y a quelques scènes de sexe, il y a peut-être 6 pages au total de sexe, et aussi bien il y a un bon équilibre, je pense, entre sexe hétéro et puis sexe homo. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que
au début, quand on a exploré la partie hétéro, on s'est pas mis de censure. Quand on a fait la partie homo, on s'est pas mis de censure. Et c'est notre éditeur, en fait, quand il a lu les dernières pages, parce que forcément, la partie homo arrive plutôt vers la fin. Quand il a vu ces pages arriver, on a reçu, je me rappelle, c'était un email qu'on a reçu. On a reçu un email en disant « Ouh là là, l'accumulation de scènes sexuelles à la fin, c'est un peu trop. » Et du coup, on était là, mais... C'est-à-dire l'accumulation. Et du coup, on a regardé les pages, on a dit « Non, déjà, il y a 3 pages, du coup, pourquoi ?» Et voilà, il nous a dit « Bah non, mais il y a quand même, il y a des sexes, il y a des bites qui dépassent un peu. » Et pourtant, Jessica avait fait un peu de... C'était vraiment le premier, c'était des storyboards, c'était à l'état de storyboard, c'était vraiment des croquis. Hein. Ah oui, c'était encore, déjà c'était une chance. C'était pas vraiment complètement dessiné, donc je pouvais changer. J'avais pas forcément montré des sexes, c'était juste placer un petit peu les personnages, mais ça l'avait choqué tout de suite. Ça l'avait marqué, et du coup, nous on s'en est un peu amusé en fait, parce que on lui a dit attends, parce qu'après on l'a eu au téléphone en fait pour clarifier tout ça, elle a dit attends, page 42, quand je fais un cuni à Margot et qu'elle a les jambes écartées, j'ai clairement la tête dedans. Quand quelques pages plus tôt, il y a une revue pornographique qui circule dans l'internat et qu'on a ouvert double page sur la revue pornographique et qu'on voit très bien une vulve en gros plan et des seins, et là ça t'a pas choqué. Et du coup lui, elle a vraiment pris... il est super ouvert vis-à-vis de ça, mais il a pris conscience d'une espèce de biais inconscient en se disant mince. Oui, c'est vrai, je m'étais pas rendu compte, en fait. J'étais passé au-dessus quand c'était hétéro parce que j'ai l'habitude, j'en ai vu, et puis voilà, je suis hétérosexuel moi-même, donc voilà, c'est pas quelque chose qui me choque, et que dès que c'est 2 hommes ensemble, d'un seul coup, je fais parce que j'ai moins l'habitude. Et même moi, je dois admettre, avec la liberté qu'on a maintenant, plus dans les séries ou dans les films, on voit plus de mecs s'embrasser, de mecs qui font l'amour. Je commence à m'habituer, mais même moi, au début, de voir 2 mecs s'embrasser sur un grand écran, ça te faisait bizarre. Surprise un peu. Parce que on est le résultat de plein de stimuli cinématographiques ou d'images. Oui, qui ont inclus des normes, en fait, sans spécialement vouloir mettre des normes, mais en tout cas, ça met une habitude... Et qui crée un biais inconscient. Du coup, nous, on ne s'est pas censuré, mais c'est vrai que notre éditeur, à ce moment-là, nous a fait comprendre que si vous mettez des bits, ça va devenir pornographique, du coup, il faut faire attention, et si vous voulez toucher plus de monde, ce serait bien de changer l'angle, masquer, garder les scènes, mais trouver un autre angle. Et softifier. Ouais, voilà. Et du coup, on a softifié la partie homo, et du coup, on est revenu en arrière, et Jika a softifié la revue porno. On voit moins de choses dedans, et on voit toujours le cuni, par contre. Bien qu'on ne voit aucun organe génital. Non. Pour le coup, mais bon, c'est bien ce qu'il fait. Oui, on a compris l'idée, je pense. C'est ça qui est important. Oui. Donc voilà, pas de censure, pas d'auto-censure, mais plutôt un recul d'un éditeur pour justement que ce soit accessible au plus grand monde, et je pense que c'est bien, et on a trouvé le bon équilibre entre les deux. Et du coup, pour parler d'équilibre, vas-y, je t'en prie. Non, c'est bon. C'était pour faire justice à cette question à laquelle on avait répondu. C'était bien fait. Pour parler d'équilibre, du coup, comment est-ce que ça s'est passé pour toi ? Parce que du coup, c'est ton ami depuis très longtemps. Tu connaissais certaines parties de certaines histoires, mais pas forcément dans le détail. J'imagine que ce livre-là aussi fait en sorte que tu connais encore mieux ton ami. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi, pour te dire, je vais récupérer des souvenirs de quelqu'un, en plus de quelqu'un qui m'est proche, donc avec forcément un affect qui n'est pas celui de la personne qui l'a vécu, mais une espèce de petite préciosité autour des souvenirs de ton ami. Comment est-ce que tu les récupères et tu les transformes en dessin pour que ce soit clair, compréhensible, accessible, et qu'il y ait peut-être un peu moins de côté en pâte ou pathos, peut-être selon la version tu as des souvenirs. Comment est-ce que ça s'est passé dans l'organisation ? C'est pas évident de répondre à cette question. Qu'est-ce qui t'a importé, toi, peut-être, de recevoir ? La manière dont il t'expliquait les choses, sur quoi est-ce que tu te focalisais ? Je posais des questions assez précises parce que j'avais besoin de mettre en scène ses anecdotes, ses histoires. Donc, et j'avais besoin d'avoir son ressenti à ce moment-là pour pouvoir
retransmettre les émotions. Ouais. Et de temps en temps, les émotions n'étaient pas justes et il me le disait. Ouais. Donc des fois, ça faisait un petit peu des allers-retours comme ça. Mais oui, enfin, j'avais besoin de savoir ce qui se passe. Et puis après, de temps en temps, je brodais autour. Des fois, ça correspondait très bien. Il y a certaines planches où je me disais, mais t'étais là ou quoi? Ouais. Et puis d'autres où il fallait ajuster un petit peu. Mais j'ai essayé de ne jamais trahir ces souvenirs Ouais. ou du moins les retranscrire d'une façon qui soit compréhensible par tous, où on puisse se mettre à la place du personnage, essayer de comprendre ce qu'il est en train de vivre, bon, sans tomber dans le pathos évidemment, mais on n'a jamais... oui, on n'est jamais tombé là-dedans. Enfin, on a essayé du moins de ne pas tomber là-dedans. Et je me suis perdue. Tu penses, j'avais une question qui m'est venue, je peux? Oui, Ouais. oui. Est-ce que tu penses que c'était plus simple du coup pour toi de retranscrire une histoire qui n'était pas la tienne? Oui, Quand complètement. même, ouais. Parce que je suis pas affectée par mes émotions à moi, donc c'est plus simple d'essayer de comprendre les émotions de quelqu'un d'autre pour pouvoir les retranscrire, d'être ce miroir, plutôt que d'être empêtré dans ses propres souvenirs et d'essayer de démêler le vrai du faux. Comme de temps en temps, il essayait d'être vraiment très rigoureux sur ses souvenirs et se dire mais peut-être ça s'est pas vraiment passé comme ça. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était son ressenti. Et on s'en fout, en fait, si ça s'est pas vraiment passé comme ça. Surtout quand il y avait d'autres personnes impliquées, comme des gens de sa famille, ou qui pouvaient peut-être après réagir et dire mais dis donc, j'ai pas dit ça vraiment. Mais moi, je trouvais que c'était important que ce soit son ressenti à lui. Parce que c'est son histoire. Et les souvenirs, même si on les déforme, c'est l'empreinte qu'il laisse. Ouais, bien sûr. Ce qu'il y a, enfin, un truc, je pense, qui est important de préciser, c'est qu'il y a vraiment eu 2 phases dans la création de Pédale. Ça se passe, parce que l'idée de départ, c'était il y a 7 ans. On a l'habitude de rarement habiter dans le même pays, et du coup, pour travailler, c'était pas évident. Et moi, j'ai vraiment vécu ça en 2 phases. Il y a une première phase de extraire la matière première, gratter dans les souvenirs, revenir en arrière et faire tout ce travail de mémoire que j'aurais pas fait seul, et où Jika, avec son écoute active, avec ses questions, m'a vraiment aidé à cheminer à contre-courant et à refouiller dans des choses que moi-même j'aurais pas eu envie forcément d'y retourner et de refouiller dans ces souvenirs-là. Donc voilà, il y a eu vraiment cette première phase d'extraction de matière première, de souvenirs, où Jika a eu un premier rôle de presque psy, en fait, avec une écoute active et des questions et une prise de notes assez précise. Et ensuite, il y a eu une deuxième phase, où c'était plus la phase de production, où là, elle a pris un autre rôle, en fait, vraiment d'illustratrice, quoi. Donc, elle connaissait d'autant mieux la matière première qu'elle avait aidé à extraire, à conjurer. Et du coup, moi, à ce moment-là, j'ai eu un rôle de vraiment essayer de scénariser, de faire plus de sens, de retrouver les mots, retrouver les décors, de lui donner plein d'indications, plus de précision pour qu'elle puisse illustrer. Mais du coup, Jika a eu vraiment 2 rôles, et c'est ça qui est génial de le faire avec ma meilleure amie, c'est que sans Jika, je ne l'aurais pas fait. Parce que ce miroir, tu te vois à poil quand même. Il y a des choses que j'ai dites que j'avais jamais dites à d'autres personnes. Donc, tout le monde va le lire et j'ai fait la paix avec ça, mais c'était quand même la première, de dire que tu t'es fait traiter de pédale à 11 ans, t'es jamais fier de le dire à quelqu'un, quoi. Du coup, quand t'as fait la paix avec ça et que ça date et que c'est il y a plus de 20 ans, tu te dis j'ai pas envie de retourner là-bas. Mais voilà, avec Jika c'était possible, et du coup voilà, elle a vraiment eu 2 rôles, presque la psychologue, l'écoute active d'abord, et ensuite le travail plus technique d'illustration. Et du coup, j'imagine, je sais pas si c'est une question pour toi, c'est plus facile, peut-être d'autant plus simple en fait, d'avoir fait peut-être la partie pathos, empathie était déjà évacuée avec cette première phase, et du coup la deuxième phase était plus presque technique, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est vrai? Ouais, je sais pas, ça s'emmêle un petit peu. C'était compliqué pour toi des fois de le pousser un petit peu dans ses retranchements, pour le coup, sur la partie adolescence? Sur la partie sensible un petit peu de ce moment de l'insulte, ce moment où il se faisait traiter de pédale, il avait des réticences au début où il voulait pas vraiment en parler, donc j'ai laissé ça un petit peu de côté. J'ai dit bon,
n'a pas envie d'en parler, tant pis. C'est vrai qu'on essaye de garder un ton un peu léger, c'est pas tellement grave. Et puis... Mais tu as voulu respecter le matériau de base qui est mais oui, Ludovic et son histoire. Oui. Mais bon, à mesure qu'on racontait l'histoire quand même, je me disais que c'était quand même un petit peu important de... En fait, le frein à pathos, c'était plutôt moi. Moi, j'avais vraiment pas envie. Je disais non, je veux pas qu'on soit larmoyant, parce qu'encore une fois, on va dire les homosexuels, ils sont un peu sensibles. Hein. Et du coup, je voulais vraiment rester sur les trucs rigolos, les anecdotes marrantes, et je voulais pas revenir sur les trucs où ça va faire chialer, ça m'intéresse pas. Et du coup, oui. Mais on est resté Jika était plutôt du côté à se dire mais quand même, si on raconte cette histoire, il faut quand même aller plus loin ça quand même et arrivé, dire ce qui s'est passé. C'est ça. Du coup, voilà, et c'est là où encore l'équilibre, en fait, c'était bien d'être à deux et d'avoir ce miroir, en fait, qui te parle et qui te dit non, mais ça, quand même, vas-y, faut que tu... Ça, c'est intéressant, ça vaut le coup d'être... Et du coup, c'était ma question d'après. Comment est-ce que vous l'avez réfléchi, en fait, cette BD ? Est-ce que vous avez pensé à un fil rouge en disant, voilà, l'idée, ce serait de partir de cet âge-là jusqu'à mon coming out, un petit peu plus loin peut-être, parce que ça peut être intéressant, et du coup, à mesure que cette timeline-là avance, on va rajouter des anecdotes par-dessus, ou est-ce que c'est vraiment les anecdotes que vous avez toutes mises sur la table, et qu'ensuite vous avez replacé dans le temps ? Oui, c'est plutôt comme ça, même si le travail que... Numéro 2. le travail de collecte de souvenirs qu'on a fait, c'était assez chronologique. Et après, on le séparait par anecdote, en fait. Et moi, j'essayais de classer à quelle période ça se passait. Mais on ne savait pas tellement comment on allait organiser tout ça. On s'est dit, une fois qu'on aura tout, on verra comment on agence tout ça. Pour rendre le récit intéressant, si on fait des flashbacks ou si on garde quelque chose de chronologique mais qui sera peut-être ennuyeux. Donc ça, on s'est dit, on fera ça à la fin, en sachant où est-ce qu'on s'arrête aussi, parce qu'on savait pas tellement. S'arrêter, démarrer, je pense qu'on savait que ça démarrait à 0, quoi. Parce que plus on revenait plus qu'on remontait le temps, plus tout était intéressant à raconter dès le début, en fait. Et c'est important de savoir d'où on vient dès le début. Qui sont nos parents. C'est comme le meilleur contexte. Oui, on est obligé de poser un peu de contexte. C'est expliquer la genèse, donc la genèse, ça part de 0. Mais c'est vrai que la date d'arrêt, on s'arrête tout juste après le coming out, un petit peu après le coming out, et puis on avait ce truc de 144 pages au total, du coup il y a cette pression-là où il faut trouver le bon équilibre, où est-ce qu'on s'arrête pour que ça fasse du sens. Et du coup c'est vrai qu'il y a eu cet exercice, je sais pas si tu te rappelles, c'était au Canada d'ailleurs, Jika était venue me rendre visite, où elle avait travaillé chez moi, et du coup moi on faisait des travaux dans la cuisine, du coup il y avait d'un seul coup cet énorme plan de travail qui était libre, et il y avait toutes les planches qu'elle avait déjà produites de la précédente version qu'on a mis à plat, et on a essayé de trouver du sens à partir de là, une fois que tout était sur la table, de se dire quel est le point de rupture, le point le plus sensible de tout ça. Et je me rappelle de l'exercice où j'ai regardé les planches toutes une à une, et il y a vraiment eu une planche, je me suis dit, j'ai eu une émotion qui m'est revenue, et c'est de là qu'on est parti, et c'est pour ça qu'on commence par les planches par lesquelles on commence, parce que c'était vraiment le moment le plus dur, en fait. C'est le moment où moi-même j'ai vraiment fait mon coming out à moi-même. Et j'ai senti en relisant tout, l'émotion est revenue là, quoi. Et du coup j'ai su, c'est là. Et du coup c'était même à tel point qu'à un moment la BD a failli s'appeler encore autrement. Je vais pas le dire, je vais pas tout dire non plus. Mais voilà, il y a eu vraiment c'est vraiment une histoire de mettre la matière première à table, à nu, sur la table. Et ensuite, on a essayé de faire du sens avec ça, parce que, encore une fois, moi je suis pas scénariste à la base, du coup ça a été un exercice un peu itératif, où on a testé des choses, on a essayé, et c'était important aussi d'avoir le retour de l'éditeur à ce moment-là, pour voir si on allait dans la bonne direction. Est-ce que tu t'es rendu compte, a posteriori, une fois que la BD était terminée, ou au moins que tout le scénario a été terminé, que finalement ça a fait une espèce d'autothérapie dont tu n'aurais pas forcément pensé avoir besoin ? C'est marrant parce que j'ai une cousine qui m'a posé la même question il y a peut-être 1 ou 2 mois, et puis sur le coup je dis non, j'étais déjà très bien avec ça, et puis j'en ai reparlé avec Jika
Genre, j'ai redit ça, je t'ai dit ça, je sais pas, il y a une semaine, 2 semaines. Et puis elle m'a dit, enfin, derrière de dire, ouais, je pense que ça t'a aidé quand même. Et c'est vrai que s'il y a un truc sur lequel ça m'a aidé encore plus à faire la paix, je pense, où j'ai grandi, et on revient sur le titre en fait. J'ai eu beaucoup de résistance pendant le processus de parler de cette anecdote, de l'insulte. Parce que voilà, c'était larmoyant ou quoi, mais aussi parce que ça me renvoyait là-bas et j'avais pas envie de reparler de ça. Mais en fait, pendant qu'on préparait la BD, on écoutait beaucoup de podcasts à l'époque, notamment un podcast qui s'appelle... Ce qui est une très bonne chose. Ce qui est très bien d'écouter des podcasts, ça fait grandir. Et notamment un podcast qui s'appelle Les couilles sur la table, où il y avait un invité qui s'appelle Didier Héribon, et il a fait 2 épisodes, et donc Didier Héribon est un homme gay de, j'ai envie de dire, 50 ans ou plus, peut-être, qui a beaucoup écrit sur la question gay, et qui a commencé son livre Réflexion sur la question gay par au commencement il y a l'injure. Et quand il a dit ça dans le podcast et qu'il a développé, pour moi ça a été une révélation en fait, et je me suis dit putain mais c'est trop vrai en fait. En fait l'histoire d'un garçon gay, enfin et LGBT, ou enfin je pense, commence souvent par une injure. C'est-à-dire qu'avant même t'as 11 ans, t'as pas encore réfléchi à qu'est-ce que va être ta sexualité, il y a déjà quelqu'un qui s'autorise à t'insulter et à te dire tu es une pédale, tu es homosexuel, et c'est un stigmate, et c'est une tâche qui va te suivre toute ta vie et on pourra se moquer de toi. Et du coup il avait trop raison, et c'est là où je pense que c'est 1 ou 2 nuits après, en fait cette interview m'a vraiment impacté. Et 1 ou 2 nuits après, je sais pas, à un moment je me suis réveillé, je fais une insomnie ou quoi, et je me suis dit pédale, faut que ce soit le titre. Et du coup il y a vraiment cette idée d'inversion du stigmate, de quelque chose que je voulais même pas que ce soit dans la BD, ça devient le titre, et je l'assume. Et quand je fais le pitch... C'est fort comme mécanisme quand même, comme transformation de l'idée. Et c'est intéressant aussi le retour de certaines personnes, non mais tu peux pas utiliser ça, c'est une insulte. Et j'ai envie de dire, attends, c'est la meilleure. Je veux dire, j'ai pris l'insulte dans ma face pendant des années, et maintenant moi j'ai pas le droit de l'utiliser. Are you kidding me? Donc ouais, je pense que, enfin en tout cas ça c'est un élément qui peut dire que j'ai encore plus progressé vis-à-vis de ça. Ça t'a aidé à digérer. Et au niveau du coup, on parlait tout à l'heure du côté rendre les choses compréhensibles, accessibles, etc. Donc là on était plutôt sur la partie scénario et comment est-ce que vous avez déverrouillé un petit peu des axes scénaristiques. Au niveau du dessin, pour le coup, on a un dessin qui est très accessible, très simple, pas simpliste du tout, mais très simple et très compréhensible très facilement. Est-ce que c'est une volonté que tu as eu d'avoir ce style de dessin très simple? Est-ce que c'est ton style de dessin de base qui fait exprès se marier très bien avec l'aspect un petit peu pédagogique et accessible de la BD? Après, mon style, je pense que je le maîtrise pas, donc c'est forcément le mien, c'est moi qui dessine, c'est mon style. Jusque-là, oui. Donc après, j'ai énormément travaillé dans cette BD, parce que c'est ma première BD, j'ai jamais travaillé autant des dessins pour représenter un personnage qui se ressemble, créer toute une galerie de personnages qui se ressemblent, qui bougent, qui ont des émotions. Donc je voulais des personnages assez simples à dessiner, mais en même temps qu'on puisse identifier, qui aient des visages très expressifs, pas trop réalistes non plus, expressifs. Donc, ils ont des grands yeux surtout. Les phylactères aussi sont là pour aider, notamment quand tu fais des caprices ou que tu veux pas porter les bottes et que tu veux porter d'autres chaussures. On a des phylactères qui sont tout dégoulinants de larmoiement. C'est vrai. On les inscrira, je vais pas les chercher maintenant. Mais... ça, et puis la lumière, la couleur, les ambiances de couleurs, ça on a vachement travaillé là-dessus pour orienter le regard du lecteur, pour que ce soit le plus compréhensible possible, pour qu'il ait envie de lire la suite. Tous les cadrages, la mise en scène, le choix du nombre de cases, qu'à la fin d'une page, il y a un petit suspense, qu'on a envie de tourner la page ou que ça se termine sur quelque chose.
Oui, enfin tout ça c'est de l'accompagnement en fait que tu as voulu faire, accompagner le lecteur vers le déroulement de l'histoire. Et que ça ne se voit pas en même temps, que juste on est pris par l'histoire, et donc du coup le dessin on le voit plus, on est dans l'histoire, on est avec le personnage, on suit ses émotions, on est empathique avec lui, on ressent les mêmes choses que lui, enfin c'est ce que j'avais envie d'essayer de transmettre, oui. Est-ce que tu as réussi ou pas, ou est-ce que tu en as eu envie ou pas, une question plus couverte. Est-ce que quand tu as commencé à ancrer du coup tes pages, donc l'histoire de ton meilleur ami, est-ce que tu as eu envie de valoriser l'histoire de ton meilleur ami ou de t'inclure dans la défense d'une cause? À quel point a été zoomée ou dézoomée la caméra pour toi émotionnellement? C'est une bonne question ça. C'est pas un piège, promis. Je trouvais ça vraiment très intéressant de raconter son histoire. J'avais envie d'être vraiment fidèle à ses souvenirs, à ses émotions, transmettre quelque chose d'honnête, de vrai, que les gens puissent comprendre que on est tous des êtres sensibles et que on est tous un petit peu les mêmes, et pourquoi on ne vivrait pas ensemble en bonne intelligence. Voilà, tout à fait. Défendre la cause par ce même biais, tant mieux. Après, je raconte son histoire, donc je suis fidèle à ça. J'ai pas envie non plus d'aller vraiment plus loin que ça. Je suis juste un outil pour que son histoire soit connue, et si ça peut aider du monde, tant mieux. Moi, j'adore le retour qu'on a des lecteurs qu'on a rencontrés. C'est génial. Enfin, moi, je me disais, je touche une personne, c'est déjà super. Hier, j'ai vu quelqu'un prendre la BD, la retourner, lire la 4e de couverture et pouffer. Moi, j'étais aux anges. C'est ça que j'avais envie de voir, et je l'ai vu en direct. Il n'y avait aucune... aucun filtre. Aucun filtre, ces personnes que je connaissais, elle s'est pas forcée, ça l'a vraiment fait rire. Et on a discuté avec elle, c'était super, elle a pris la BD, c'était génial. Et du coup, en préface, ça me fait rebondir là-dessus, en préface, vous posez la question de la légitimité de cette BD, et de dire finalement, il y en a d'autres qui ont raconté leurs histoires de coming out, qui ont peut-être été un peu plus Michael Bay et hollywoodiennes, et beaucoup plus pathos, et beaucoup plus, etc. Peut-être d'autres choses à raconter. Aujourd'hui, la BD est sortie, elle a un public, vous faites des séances de dédicaces. Comment est-ce que vous répondez à cette question? Est-ce qu'elle est légitime et pourquoi? Je pense qu'on est beaucoup plus relax vis-à-vis de ça quand même. mais c'est vrai, et après, non seulement il y a est-ce que l'histoire mérite d'être racontée, puis il y a aussi le fait de faire une BD pour la première fois et dire on n'a jamais fait de BD, donc est-ce qu'on est les mieux, les mieux armés pour faire une BD dessus, est-ce qu'elle va être impactante? Donc c'est vrai qu'il y avait un peu ce syndrome de l'usurpateur, de se dire est-ce qu'on fait ou on le fait pas. Mais en tout cas, l'histoire, effectivement, je trouve que, et ça je le trouvais déjà et je le trouve encore, il y a assez peu de récits qui sont légers ou qui donnent un message de bienveillance, et d'essayer de relaxer en fait les jeunes en leur disant voilà, ça c'est l'exemple de quelqu'un pour qui ça s'est pas trop mal passé, donc détends-toi, peut-être pour toi aussi ça peut aussi bien se passer. Du coup maintenant ce livre existe, et quand je vois le retour, oui, maintenant je suis beaucoup plus relax avec ça, et aussi bien des hommes gays de mon âge qui se sont complètement retrouvés dans le récit, parce qu'on a quand même tous un parcours un peu similaire, mais aussi des personnes hétéros et des personnes plus jeunes, des plus jeunes, pareil, on a vu pendant les dédicaces des jeunes de 20 ans qui me disent mais moi ça me fait mal au cœur de voir que tu as dû faire ce coming out si tard, à toutes les années que tu as perdues, c'est complètement injuste, alors que lui il avait fait je crois à 16 ans, et il me dit voilà, le coming out ça ne devrait jamais exister, et du coup on ne fait pas de coming out hétéro. Mais c'est exactement. Non, on ne fait pas de coming out hétéro, et c'est vrai que si on pouvait vivre dans un monde où on n'a pas de coming out à faire, ce serait top, mais du coup non, je pense que pour moi je suis content que cette BD existe, parce que je trouve qu'elle fait du bien, les retours qu'on a indéniable, à mon sens, montrent que ça fait du bien. Donc ça nous fait du bien que ça fasse du bien. C'est notre objectif. Et tout à la fin, du coup, de la BD, on parle de se renouveler. Ouais.
Et on raconte que maintenant que du coup tu as fait ton coming out, qu'il s'est passé quelques temps entre ce moment-là et complètement la fin de la BD, bah maintenant il ne reste plus qu'à se renouveler. Ouais. Est-ce que vous l'avez ressenti un peu de cette manière-là quand vous avez accouché de la BD, qu'elle a été donnée à un public et que du coup c'était un peu son coming out à elle, c'est elle qui est sortie du placard? Est-ce que vous avez eu cette pensée-là de dire ok, bon maintenant on se renouvelle, maintenant on est des artistes, des scénaristes, des illustrateurs et on passe à autre chose dans notre vie artistique, professionnelle ou autre? Tu commences, parce que ça n'a pas la même signification pour nous deux, je pense, mais je pense que tous les deux, on a quelque chose à dire. Oui, il y a un peu de ça quand même, parce qu'on a passé énormément de temps dessus. Moi, je me suis découvert illustratrice de BD. Ouais. Enfin, je faisais de l'illustration déjà avant, mais pas dans cet ordre-là et dans cette implication-là. J'ai vraiment donné beaucoup de ma personne dans cette BD. Et je regrette pas toutes les nuits blanches et le travail de recherche de dessins qui veulent pas se dessiner. C'était pour quelque chose. Quand je le faisais, je me disais mais si ça se trouve personne va la lire, pourquoi je m'emmerde avec ces détails, pourquoi j'ai tant le souci de la précision. Je voulais pas que quelqu'un me dise mais dis donc, à cette époque ce film là il n'était pas sorti. Enfin, j'ai fait vachement de recherches et c'était super de rechercher tous ces objets des époques, les bâtiments, les lieux, tout ça c'était... Et j'ai pas l'impression de l'avoir fait pour rien, et je me dis j'ai vraiment tout donné et j'ai aucun regret. Je me dis pas qu'à un moment quand même j'ai choisi la facilité, pas du tout. Donc et je suis fière d'avoir réussi à sortir ça et ça me donne un peu plus de légitimité. Je peux me dire je suis peut-être un petit peu autrice BD. Peut-être un petit peu, on sait jamais. Et ça donne envie de faire d'autres choses maintenant qu'on a quelques clés, que peut-être qu'on peut mettre un peu moins longtemps à faire la suite ou d'autres projets, et ça ouvre des possibilités. Oui, c'est un peu se renouveler, oui. Et pour toi? Ouais, pour moi, je pense que ça a vraiment une espèce de jeu de papyrus ou de mise en abîme, en fait. Ouais. Voilà, ça parle de coming out, et c'est vrai que cette aventure, d'une, a renforcé vachement notre amitié. Enfin, on a vraiment testé notre amitié, mais en fait, ça a été tellement fluide que, enfin, on s'est jamais vraiment engueulé. Enfin, on a vraiment une relation d'amitié. On sait pas ne pas se dire les choses, donc on est toujours très franc. Et on s'est demandé, moi je me suis demandé à un moment si ça allait être compliqué de travailler ensemble, parce qu'on sait jamais tellement comment ça va se passer avec un ami. On pourrait ne pas être d'accord ou se marcher dessus, et ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Du coup, on est assez serein pour envisager la suite, puisqu'effectivement la fin reste très ouverte sur se réinventer, et du coup il y a un vrai enjeu de, à 23 ans, quand t'as dit les gars, j'ai menti pendant des années, vous avez tous cru que j'étais hétéro, en fait. Le vrai moi, c'est ça. Et du coup, je suis quelqu'un d'autre, et ça s'appelle gay, mais du coup, tu dis je suis gay, mais en fait, ça veut dire quoi? Et c'est vrai qu'il y a tous, dans la suite, on veut explorer vraiment toutes les expériences par lesquelles on traverse pour vraiment trouver c'est qui ce nouveau moi que je suis, mais que je ne sais pas encore exactement. Et comment je le dis aux gens? Voilà. Et du coup, il y a vraiment ce truc de coming out, et c'est encore, je cite encore Didier Ribon dans un de ses livres qui parle vraiment de ça, quoi. Il y a le coming out, c'est aussi ce moment où on annonce que je ne serai plus ça, mais je ne sais pas encore exactement ce que je suis après, quoi. Donc voilà, cette réinvention, elle existe, et moi personnellement, en fait, l'impact que ça a sur ma vie professionnelle, alors je sais pas jusqu'où ça va aller, mais c'est vrai que je suis dans un processus de réinvention. Alors il y a plein de choses concomitantes. Je pense qu'il y a cette BD, il y a le fait d'avoir travaillé 15 ans dans l'industrie agroalimentaire pour des gros groupes, et donc je perds un peu la passion de ce genre de choses, ne me nourrit plus assez. Il y a un effet Covid aussi, je pense, qui fait qu'on aspire peut-être tous à un renouveau, je sais pas. Mais effectivement, j'ai ouvert cette porte, et j'ai pris tellement de plaisir à la faire, à travailler ensemble, à voir l'effet qu'elle peut avoir, de faire quelque chose qui a une vraie signification
au-delà de travailler pour une grande entreprise qui va faire plus de sous et puis on va avoir un bonus à la fin de l'année, ça va être top. Voilà, je suis en train de me réinventer. Actuellement, je viens de déménager à Montréal alors que j'étais en Ontario avant. Je viens de démissionner, donc à la fin du mois, je serai sans emploi. Oh, Concrètement, d'accord, ok. vraiment. D'accord. Et c'est vraiment un choix conscient que je voulais faire avant ces 2 semaines et demie en France de promotion parce que je voulais vraiment profiter de cette expérience complètement sans avoir à me dire est-ce que je démissionnerai, est-ce que je démissionnerai pas en rentrant, parce que voilà, c'est vraiment 1 an que je suis plus très bien dans ce que je fais et dans la signification. Et du coup, voilà, d'avoir ouvert cette porte, de voir l'effet que ça a, du coup, je commence un peu comme Jessica à me dire, peut-être je suis un petit peu auteur. On va travailler sur le 2. Alors après, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas encore un métier où on peut envisager d'en vivre, quoi. Concrètement, la chaîne du livre, c'est rude. Donc les auteurs sont pas payés, sauf si tu fais un best-seller. Alors dans la BD, c'est compliqué. Il y a des milliers de livres qui sortent tous les ans. Tout le monde ne lit pas de la BD. Du coup, quand tu as vendu 2000 exemplaires, tu es déjà content. Et du coup, ça te génère pas un vrai salaire. C'est pas possible, quoi. Donc, vivre seulement de ça, c'est pas possible. Donc, mais voilà, je suis en réflexion professionnelle sur qu'est-ce que je vais faire. Jusque-là aussi, je me disais, t'es auteur, t'écris sur toi, du coup, c'est fastoche. T'as pas grand-chose à faire, juste un travail de mémoire, tu fous tes souvenirs les uns après les autres, bouffe, t'as un livre. C'est un peu plus compliqué que ça quand même. Un petit peu, voilà, un petit peu. Et ce qui sera la même chose sur le 2. Après, il y a un truc qui s'est passé il y a 2-3 jours où j'ai eu, pour la première fois, encore une fois, tu te réveilles à 5h, t'arrives pas à trop dormir, t'as une insomnie, puis t'as des trucs qui trottent dans ta tête, et j'ai eu pour la première fois une idée d'un truc, d'une histoire fictive. Ok. Alors je sais pas où ça va aller, cette idée, mais en tout cas, voilà, c'était un truc où je me suis dit, tiens, peut-être il se passe quelque chose. Du coup, voilà, pourquoi pas. Moi, je suis ouvert aux nouvelles expériences. En tout cas, voilà, j'ai décidé aussi de démissionner pour me laisser le temps de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire pour les 10-15 prochaines années. Et on verra. En tout cas, les petits strips pour rigoler, ça vous a quand même amené loin. Oui. Faut toujours, j'encourage vraiment les gens à commencer quelque chose, en fait. On sait pas où ça va. Le plus dur, en fait, c'est d'entamer, de faire la première page qu'on remplit et où on écrit quelque chose, où on dessine quelque chose. Et après, ça nous emmène quelque part. Parce que pour la petite histoire, au départ, on n'était pas du tout parti pour faire ce livre de la genèse d'un petit garçon jusqu'à son coming out. On était parti au départ pour raconter plus des plans cul, en fait, pour être clair. Donc des histoires, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un plan cul, c'est l'histoire sans lendemain, où on consomme juste si les gens ne savent pas, ça veut dire qu'ils sont beaucoup trop jeunes pour être sur cette chaîne. Par contre. Relation sexuelle consentie, mais de durée assez courte, finalement. Et Jika m'a connu à cette période-là de ma vie où j'avais pas de relation stable, enfin j'en ai eu aussi, mais voilà, entre 2 relations stables, j'avais des relations beaucoup plus courtes et souvent ça prête un peu à des situations un peu loufoques. Et Jika au départ avait dans l'idée, c'est elle qui disait moi je dessine, je fais des strips, du coup tes histoires, je les mettrais bien en strip parce que voilà, ça ferait des histoires courtes et ce serait rigolo et c'est hyper visuel. Et du coup au début on voulait travailler sur ça. C'était ça l'idée, et moi ça m'amusait, je trouvais ça marrant, puis je me disais c'est sans conséquence, et elle a commencé à dessiner des petites bites qui faisaient des trucs ensemble, et puis c'était drôle, quoi. Et puis finalement ça nous a mené à ça parce que on a progressé, parce que Jika on a plus dessiné, parce que Jika on est revenu dans le passé, puis c'est elle à un moment qui a posé les crayons, qui a dit peut-être il y a autre chose à raconter avant de passer sur cette histoire très très rigolote et légère. Il y a toute cette histoire qui peut toucher plus de monde, et du coup on s'est concentré là-dessus, puis après on a rencontré un éditeur, et puis avant de rencontrer cet éditeur on s'est renseigné sur comment est-ce qu'on contacte un éditeur et comment on présente un dossier à un éditeur, c'est quoi les codes dans le monde de la BD, qu'est-ce qu'il faut fournir. Du coup c'est plein de petits pas, et si on avait su, si il y a 7 ans, quelqu'un était venu nous voir et dire tiens, vous allez produire cette BD, je pense qu'on aurait dit bien sûr, non, on va faire autre chose, on va faire un tennis. Et du coup, il y a cette phrase, je veux bien que je la dise,
ils savaient pas que c'était impossible. Du coup, ils l'ont fait. Et il y a vraiment de ça, quoi. Du coup, j'encourage vraiment les gens à tenter leur chance, à faire le premier pas. Et s'ils ont une envie d'un projet, de se lancer, quoi. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Que tu sois dans ce questionnement sur ton orientation sexuelle ou pas, je te recommande vivement cette BD qui me paraît effectivement d'utilité publique. Elle est douce comme ses deux parents et elle est bienveillante, ouverte et tournée vers l'humain comme ses deux parents. Merci encore une fois infiniment Ludovic et Jika d'avoir fait ce détour pour raconter l'histoire de votre bébé. Je suis hyper reconnaissante de cette soirée qu'on a passée ensemble. Et merci Vivant la Nuit, mon bébé à moi qui me permet ce genre de rencontres riches et épanouissantes. Alors si tu as envie de me raconter ton histoire aussi, parce que oui, elle mérite d'être racontée, contacte-moi sur Insta, Vivant la Nuit Podcast. Et en attendant qu'on se rencontre, bonne nuit. Get over it, 'cause when I look aside, she's always by my side.